un manque à gagner puisque c'est de la PAC en moins. C'est une aide compensatoire qu'on a dans les zones défavorisées que moi je ne toucherai plus et aujourd'hui c'est l'ordre de 8 000 euros, sachant qu'aujourd'hui je me prélève 200 euros par mois pour vivre. Donc si demain j'ai plus ces 8 000 euros, ça va être très très compliqué pour mon exploitation et pour ma famille. Bonjour, voilà, c'est avec ce constat que je souhaitais ouvrir cette émission. Nous sommes en plein cœur du Salon de l'Agriculture à Paris, au cœur d'une France qui est en pleine mutation et que Bruxelles tense en voulant changer quelques règles du jeu. On parlait d'un bal des déprimés juste avant cette quinzaine parisienne, mais malheureusement l'image est tristement réaliste parce qu'une majorité de professionnels aujourd'hui, professionnels qui nourrissent les populations, n'arrivent quasiment plus à se dégager de salaire. Alors, a-t-on un plan global d'avenir pour notre agriculture en France? Les états généraux de l'alimentation ont-ils réussi à faire avancer certains dossiers? Pour en parler aujourd'hui, Gilles Menou, porte-parole de la Confédération paysanne en Centre-Val de Loire. Bonjour. Bonjour. Daniel Labaronne, qui est député La République En Marche en Indre-et-Loire. Bonjour. Bonjour. Et puis Éric Thirouin, président de la Fédération régionale Centre-Val de Loire des syndicats d'exploitants agricoles. Bonjour. Merci, messieurs. Merci d'être venus jusqu'à nous pour participer à cette émission et répondre à ces questions cruciales. On va commencer par le dernier épisode en date, les révisions, vous savez, des zones défavorisées simples et donc des aides. Pour que nos téléspectateurs, messieurs, comprennent bien de quoi il s'agit, voici quelques explications. On se retrouve juste après. Voici la carte de France des zones agricoles défavorisées, un zonage jamais modifié depuis sa création en 1976. En bleu, les zones de montagne qui ne seront pas touchées par la révision actuelle et en vert, les ZDS qui nous concernent, les zones défavorisées simples. En Centre-Val de Loire, elles se situent essentiellement dans l'Indre, en Sologne sur 4 départements, dans le sud de l'Indre-et-Loire et dans l'est du Loiret. Cette carte est remise en cause à la demande de l'Union européenne, car le milliard d'euros versé à la France dans ce cadre provient de la politique agricole commune. Et la Cour des comptes européenne a estimé que trop d'exploitations, près de 100 000 en France, en bénéficiaient. La carte est donc révisée depuis plus d'un an par le ministère français de l'Agriculture, avec des conséquences majeures pour les agriculteurs exclus du nouveau zonage. La suppression de l'indemnité compensatoire de zones défavorisées peut représenter une perte de revenus de 3 à 10 000 euros. Ah oui, c'est énorme, une perte allant de 3 000 à 10 000 euros. Messieurs, est-ce qu'avec ce souhait finalement de l'Europe de changer les règles et donc de distribuer différemment les aides, est-ce qu'il n'y aurait pas une volonté plus profonde de changer le visage de l'agriculture en France? On va peut-être commencer par vous, monsieur le député. Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est que la perte de ces indemnités pour un certain nombre d'agriculteurs va se traduire par une perte de revenus. Et la question essentielle, c'est effectivement celle du revenu des agriculteurs. Ce problème va être abordé dans le cadre du projet de loi qui fait suite aux états généraux de l'alimentation, parce qu'il faut répartir mieux la valeur ajoutée entre les producteurs, les transformateurs et les distributeurs. Gilles Menou, d'après vous, volonté ou pas de changer profondément le visage de l'agriculture en France? Alors, il y a certainement besoin de changer le visage de l'agriculture, mais ce n'est pas avec ces mesures-là qu'on va changer. Je veux dire, il me semble qu'en France, on a davantage besoin d'élevage. Et les éleveurs n'ont pas de revenus aujourd'hui et c'est sur eux qu'on tire les premiers. Donc là, on les met dans une très grande difficulté et ils ont besoin d'être aidés, ces gens-là, je veux dire, et d'avoir de la visibilité pour les années à venir. Éric Thirouin. Sur la PAC, il y a des volontés d'adapter les choses, mais sur la définition du zonage, zone défavorisée simple, qui est le sujet que vous avez traité, non. C'était une révision, c'est une carte qui date d'il y a 20 ans, donc effectivement il était nécessaire de le réviser. Et on conteste totalement la méthode qui a été utilisée, non pas par l'Europe, mais par la France, de la manière de le faire. Alors en tout cas, ces derniers jours, on l'a vu sur le terrain avec toutes les actions, on l'a vu également et on l'a compris au travers de tous les communiqués qui sont parus. Est-ce que cette question des zones défavorisées peut précipiter peut-être l'avenir des agriculteurs? Gilles Menou. Ah oui, ça va précipiter. Les éleveurs sont déjà dans un contexte économique très difficile pour eux, ils n'ont pas de revenus et en plus, les aides qu'ils touchaient jusqu'à présent pour les gens qui sortent des zones, ce sont des aides qu'ils vont perdre instantanément. Je veux dire. Donc la situation va être dramatique pour ces gens-là. En tout cas, ça serait la fin d'un système que l'on connaît depuis très longtemps. C'est ce vers quoi on veut tendre aujourd'hui? Écoutez, c'est un système en tous les cas qui a été mis en place il y a 40 ans. Donc il faut faire le constat que ces aides n'ont pas permis en définitive à des éleveurs de pouvoir avoir une activité qui leur donne un revenu satisfaisant.
Donc il y a plusieurs leviers à actionner. Celui du revenu, j'en ai parlé avec les États généraux de l'alimentation. Il y a la question de la transformation de la production pour valoriser le produit brut. Il y a la question sans doute d'une organisation... Mais vous, en tant que député, vous comprenez aujourd'hui cette colère qui s'exprime dans la rue? Mais bien évidemment, je les comprends. Alors, je veux dire également que le président de la République s'est engagé pour qu'il y ait des mesures d'accompagnement extrêmement précises à l'égard de tous les bénéficiaires qui vont sortir de ce zonage. Et dès la semaine prochaine, nous allons commencer à travailler avec les services de l'État, avec la profession agricole, pour accompagner de manière individualisée les personnes qui vont sortir du zonage. Éric Thirouin, dites-moi, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les agriculteurs sont prêts à s'adapter aux nouveaux besoins peut-être de la population, à produire peut-être différemment également? Bien sûr qu'il y a des adaptations. Monsieur le député parlait des États généraux d'alimentation. On est en mouvement, il y a beaucoup de choses à faire. Mais le sujet que vous abordez, des zones défavorisées simples, ça permet de débloquer ce qu'on appelle l'ICHN, l'indemnité compensatoire d'handicap naturel. Et là, écoutez, je ne peux pas être d'accord avec vous, parce que l'handicap naturel, quand il y a des pierres dans un champ, la taille des cailloux, elle n'a pas changé en 20 ans. Elle est toujours là. Et c'est cette compensation qui est réclamée. Certes, il y a une politique agricole commune qui bouge, les agriculteurs doivent évoluer, doivent s'adapter, mais là, on est bien sur une compensation de handicap naturel. Pour produire autre chose, par exemple. Oui, mais bien sûr qu'on a besoin de développer un certain nombre de diversifications. On voit qu'il y a un certain modèle où on a besoin, par exemple, sur les énergies renouvelables. Je pense qu'en région centre, il y a la place pour développer les énergies renouvelables. On a énormément de ministres qui, depuis 10 ans, disent qu'il faut développer la méthanisation, développer le photovoltaïque. Moi, concrètement, il ne se passe rien. Donc on attend des actes là-dessus. Je vous vois lever les yeux au ciel. Mais le problème, c'est l'élevage et les éleveurs en particulier qui n'ont plus de revenus aujourd'hui. Je veux dire, il y avait un moyen qui était l'IHN de leur donner du revenu, de la perspective. Aujourd'hui, ces moyens disparaissent. Je veux dire, il faut absolument remettre quelque chose. Le chef de l'État, effectivement, a fait de beaux discours. Je veux dire, mais maintenant, aux actes, on attend les choses. Mais écoutez, moi, je ne connais pas un agriculteur qui se satisfait de ne vivre que par les subventions. Il faut qu'il puisse vivre grâce au travail, grâce à ce qu'il exploite. Et du coup, il faut réinventer un modèle économique. Je crois que c'est ce dont ils ont envie. Hein. Ils veulent vivre de leur travail et non pas de subventions. Ça, absolument. Parce que quand un consommateur paie 100, il n'y a que 8 qui revient à l'agriculteur. Et encore, il faut qu'il déduise ses coûts de production. Alors, donc messieurs, là, il y a un vrai sujet. Parlons 2 secondes justement de cette faculté de s'adapter à la situation. Regardez cet exemple de 2 éleveurs du Loir-et-Cher. Ce sont 2 femmes qui ont décidé de tenir tête à l'agro-industrie. Regardez. Allez, viens. Quand elles ne sont pas dans leur exploitation, Aurore et Delphine Gorin sont à la ferme, un magasin de producteurs. Installés il y a 20 ans, les 2 sœurs ont mangé de la vache enragée avant de s'en sortir. Pendant 10 ans, on a travaillé sans gagner d'argent. Voilà quoi. On faisait des veaux qu'on vendait à l'exportation, mais ça ne nous rapportait pas. Et puis il y a 10 ans, on a commencé à faire de la vente directe. Les veaux, on faisait des veaux sous la mer et on les vendait aux particuliers qui venaient à la maison, à gauche, à droite. Et puis, voilà, papa est parti en retraite. Et puis, il y a 7 ans, on a trouvé l'opportunité de rentrer dans un magasin de producteurs à Fussy. Et puis, depuis, voilà, on fait partie de ce magasin de producteurs à Fussy et le magasin de producteurs à Blois. Et on vend tout en direct, toute notre production. Au départ, nous étions éleveurs, naisseurs, engraisseurs. Et après, nous sommes devenus donc transformateurs. Et c'est nous-mêmes qui vendons nos produits dans les 2 magasins. La ferme est un magasin de 11 producteurs. Anne-Marie Hussot est producteur laitier depuis 46 ans. Elle a connu toutes les crises. Sécheresse, listeria, mise aux normes, chute du prix du lait. Elle a dû s'adapter à marche forcée. 2008-2009, on perdait de l'argent tous les jours. Donc on s'est remis en cause et on s'est dit qu'il faut développer absolument tous les autres produits, la crème fraîche, le fromage blanc battu. Et à ce moment-là, on s'est mis à transformer beaucoup plus. L'avantage de notre exploitation, c'est qu'on avait la vigne et le lait. Donc les années difficiles du lait, c'est la vigne qui nous a sauvés. Donc le fait d'avoir une exploitation avec 3 activités, les céréales, le lait et le vin, nous a permis de tenir pendant cette crise.
Cueillis fraîchement, les légumes sont aussitôt livrés à la ferme. Fanny Marchand alimente le magasin en carottes, poireaux, choux et à l'avenir, des tomates. Là, c'est nous qui avons notre prix à nous, qui nous convient pour être satisfaits. Et pour satisfaire le client aussi, j'imagine. Exactement, voilà, on essaye de faire une marge entre les deux pour pas être trop cher, ouais, voilà. Ouvert il y a un mois à peine, la ferme rencontre déjà un franc succès. Les 11 producteurs associés n'ont pas hésité à se positionner sur une zone commerciale. Ils sont d'ailleurs en négociation avancée pour l'ouverture d'un 3e magasin. Ben voilà. Alors, quand on produit des céréales en grande quantité, on n'est pas du tout dans la même échelle, vous en conviendrez. Mais les circuits courts, vous le savez, sont très à la mode. Est-ce que, et ça pour avoir moins d'intermédiaires, bien sûr, et une meilleure rémunération de ces producteurs, est-ce que vous pensez que ça pourrait être la solution pour sauver certaines filières? Ce n'est pas la solution, mais ce sera une solution à une seule condition, c'est que sur le territoire, il y ait des outils de transformation, parce que toutes les productions ne peuvent pas être vendues en l'état auprès des consommateurs. Donc il faut sur le territoire des outils de transformation. Malheureusement, en région centre, il y en a peu. Et pour pouvoir animer le territoire, il y a absolument besoin d'outils de transformation pour pouvoir accéder au marché. Alors, on dit pourtant que ce n'est pas forcément très moderne. On a l'impression d'être 50 ans en arrière, parfois, avec cette façon de commercer. Je vous sentais assez en accord avec cette façon de faire pendant le reportage, Daniel Laparode. Oui, parce que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est se diversifier, c'est innover, c'est transformer sa matière première, c'est se mettre en coopérative, c'est se mettre en réseau. Et c'est travailler avec l'ensemble des acteurs économiques et sociaux du territoire. Les EHPAD, les hôpitaux, les lycées, les collèges, voilà des acteurs potentiels de produits locaux. Et pour moi, la notion de circuit court, c'est pas simplement de vendre à la ferme, mais c'est de créer un réseau à l'intérieur duquel on va pouvoir commercialiser ces produits en proximité, avec un certain nombre d'institutions, j'ai cité les collèges, les hôpitaux, etc. Et là, il faut sans doute que les pouvoirs publics mettent autour de la table les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, et qu'ensemble, on définisse un projet territorial de l'alimentation. Éric Thirouin, vous allez dans le même sens également? Est-ce que ça serait une des solutions? C'est l'une des solutions. L'avenir, c'est un patchwork de solutions. Effectivement, tu as cité la transformation, vous citez l'amélioration en gamme et les circuits courts, mais il y a aussi l'alimentation tout court. Aujourd'hui, en céréales, sur la planète, il y a 3 milliards d'habitants qui ont besoin d'importation. Est-ce qu'on arrête de nourrir 3 milliards d'habitants, sachant que plus de 25% de ces 3 milliards sont nourris par l'Europe? Est-ce qu'on est présent ou pas? Voilà. Moi, sur mon exploitation, je suis céréalier et j'ai une boutique de produits du terroir, comme celle que vous avez vue là, en plus petit. Et effectivement, les deux sont importants. Bien sûr. Et il ne faut pas croire que c'est les circuits courts, la panacée miracle. Par contre, c'est une solution pour un certain nombre d'exploitants et c'est quelque chose à développer. Je crois d'ailleurs qu'il n'y a pas une panacée, il n'y a pas de solution miracle, il y a des solutions globales à appréhender les unes après les autres. En creux, messieurs, c'est une des questions qui se posent. Est-ce que l'on a, je vais vous poser la question, Gilles Menou, est-ce qu'on a finalement une vision globale d'avenir pour l'agriculture, parce que depuis des décennies, c'est vrai qu'on règle les problèmes à coût de subventions exceptionnelles. Ma question, je vous poserai également, monsieur le député, y a-t-il encore un cap d'une politique agricole? Alors, on aura besoin d'agriculture, quoi qu'il arrive. Les gens mangent 3 fois par jour, donc il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on a un cap politique? Alors, effectivement, clair. Effectivement, ce qui manque vraiment, c'est un cap, c'est une politique. On ne réclame pas que des subventions, on demande une politique agricole qui, au sein de l'Union européenne, nous protège parfois d'accords de libre-échange qui nous mettent en grande difficulté. On en parlera peut-être tout à l'heure. En ce qui concerne le commerce des céréales, aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'abondance de céréales sur la planète, et pour autant, le problème de la faim n'est pas résolu pour autant, Et pourquoi ils ne sont pas chers? Daniel Labaronne, on dit Emmanuel Macron veut calmer les campagnes. C'est un peu raté quand même, là. Écoutez, en tous les cas, moi je constate que c'est le premier président de la République à avoir engagé un dialogue avec plus de 1000 jeunes agriculteurs.
qu'il a eu des mots très forts à l'Élysée récemment. Il a eu des mots très forts à l'occasion de ses vœux. Il a engagé une très large concertation dans le cadre des États généraux de l'alimentation. Enfin, nous avons déjà fait beaucoup depuis que nous sommes en responsabilité. Il va y avoir ce projet de loi qui va être discuté au Parlement avec une ambition, avec un cap, avec un sens qui va être donné au modèle agricole que nous voulons en France. Alors, étape importante, on vient de la passer, on vient d'avoir les États généraux de l'alimentation. Est-ce que les exploitants agricoles ont, selon vous, été clairement entendus? Est-ce qu'on va vraiment avoir une nouvelle façon de construire les prix et que les exploitants soient mieux rémunérés? Gilles Menou, qu'est-ce qu'on en pense à la Confédération? On attend du chef de l'État, après les beaux discours qu'il a fait en particulier à Rungis, on attend des actes. Je veux dire, j'espère qu'ils viendront. Est-ce que vous pensez, vous, Éric Thirouin, que les agriculteurs vont pouvoir enfin négocier correctement et peser dans la construction des prix de ce qu'ils produisent? C'est ce qu'on espère. Dans le projet de loi, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent améliorer les choses. Je pense que ça ne sera pas le grand soir, mais par contre, il y a des choses qui ont été faites sur le seuil de revente à perte, sur l'encadrement des promotions. Il y a des choses concrètes, des pas en avant. Après, on sait que c'est un débat toujours très compliqué et il faut que ça soit concrétisé. Surtout que je pense que l'on peut dire que les relations entre producteurs et grands distributeurs sont certainement les plus opaques qui existent dans le commerce français. On n'a d'ailleurs jamais réussi à vraiment les assainir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que là, il y a un espoir? Le président de la République a dit très clairement que sa vision d'une agriculture moderne allait remettre en cause un certain nombre de situations acquises, un certain nombre de rentes, et que ça ne va pas faire plaisir à tout le monde. Mais qu'il avait une ambition forte et que cette ambition, elle se traduisait par une volonté de retravailler la question des filières, la question de l'articulation entre la production, la transformation, la distribution, parce qu'à ce niveau-là, il y a des situations qui peuvent s'apparenter à du monopole, et par conséquent, il faut casser un petit peu ces rigidités, ces structures qui sont anciennes et qui, d'une certaine façon, se satisfont du statu quo. Or, ce statu quo n'est absolument plus possible. S'il y a un élément phare que vous retiendrez de ces États généraux à la Confédération paysanne, ça sera quoi? L'élément phare, c'est qu'il y a au moins 2 points phares qu'on peut citer. C'est on a remis en contact les producteurs, les consommateurs, les citoyens. Il me semble que c'est plutôt une bonne chose. Avec des associations environnementalistes, des associations de consommateurs, c'est plutôt une bonne chose que les gens se soient parlé, je veux dire. C'est suffisant ou il fallait aller plus loin? Dites-moi. Maintenant, on attend les actes, je veux dire, au travers des choses qui vont arriver, je veux dire. Mais en matière de prix et pour les producteurs, toutes les filières ne seront pas aux mêmes enseignes, je veux dire. Effectivement, il y a des filières, par exemple la filière céréalière aujourd'hui, par exemple, en matière de définition de prix de production, je veux dire, ce sera quand même très difficile. Le marché du blé, c'est un marché de commodité, je veux dire, c'est un marché mondial qui fixe les choses. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, les producteurs en zone intermédiaire, en particulier, et il y en a en région centre, sont en très grande difficulté. Alors justement, on va l'illustrer tout ça, parce que on est revenu à plusieurs reprises sur le fait de payer au juste prix. C'est une revendication depuis très longtemps. C'est la philosophie d'une enseigne que vous connaissez bien, messieurs, en Centre-Val de Loire. Elle s'appelle C'est qui le patron, qui dorénavant mise sur la salade. Regardez. 125 grammes de salade emballée sous cellophane. Un produit alimentaire apparemment anodin. En apparence seulement. Car ce sachet s'inscrit dans la lignée de la marque C'est qui le patron. Après le lait, le jus de pomme, le steak haché, c'est la salade qui vient de voir ses critères et priorités rigoureusement établis par les consommateurs. On a toujours interrogé le consommateur sur ses choix, ses attentes, mais là aujourd'hui il peut définir en connaissance de cause le cahier des charges, le produit qu'il souhaite retrouver dans son magasin et dans son assiette. Et les consommateurs ont justement choisi d'avoir une salade de saison. Ce sera donc la mâche en hiver, la batavia l'été et à l'automne de la scarole. Sans être bio, le produit sera cependant issu de l'agriculture raisonnée et cultivé en plein champ. Cette salade a en outre l'obligation d'être éco-responsable. Ça veut dire en production une agriculture raisonnée qui utilise le moins possible de produits phytosanitaires et ensuite en transformation un lavage avec un taux de chlore réduit
et puis un process de transformation qui respecte au mieux la salade. Éco-responsable certes, mais comme tous les produits C'est qui le patron, cette salade inclut obligatoirement dans son prix une juste rémunération des producteurs. Le prix qui a été déterminé par les consommateurs permet de rémunérer de manière plus forte le producteur. D'un point de vue concret, 10% de plus sur le prix d'achat des matières, ce qui va représenter à peu près 50% de marge supplémentaire pour le producteur. Depuis le début de ce mois, partent d'ici les salades C'est qui le patron pour alimenter les enseignes Casino et Auchan de la moitié nord de la France. Est-ce que c'est un système qui serait viable à grande échelle? Dites-nous, Éric Thirouin. Je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une des solutions et c'est une vraie bonne solution. C'est vrai que la marque C'est qui le patron a progressé beaucoup plus que ce qui était espéré au départ, puisqu'ils espéraient faire 5 millions de litres de lait et ils sont arrivés à 40 millions de litres de lait et ils continuent de progresser. Ce qui est bien une réponse que le consommateur, ce qu'il a besoin, c'est d'une transparence, c'est d'avoir une confiance, c'est pas seulement un prix. Et moi, c'est vrai que j'en appelle au président de la République qui, d'un côté, dit qu'il faut monter en gamme, vous avez dit tout à l'heure sur les états généraux, sur la transparence, sur améliorer tout ça. Et puis de l'autre côté, eh bien, il veut signer les accords du Mercosur, où là, on laisse rentrer depuis les pays étrangers des choses qui ne sont pas transparentes. Voilà, c'est des points qu'il faut dénoncer. Les politiques se disent tous derrière les agriculteurs. Comment se fait-il depuis toutes ces années que le dossier agricole en France ne soit pas résolu et soit sur les rails? Mais parce qu'on n'a jamais pris le problème à bras-le-corps, je pense, en voulant affronter certaines situations acquises, en se satisfaisant d'un statu quo. Je ne peux pas vous laisser dire que avec la signature des accords pour le CETA ou pour le Mercosur, on va faire rentrer du bœuf aux hormones sur notre territoire. C'est pas vrai. Le président de la République a fixé des lignes rouges très très claires en matière de respect des standards sanitaires, environnementaux, sociaux, et il est hors de question de déroger à ces standards. En tout cas, messieurs, on a observé un ministère de l'Agriculture qui était assez embarrassé dans cette affaire. Chez vous, Éric Thirouin, on a même dit qu'il y avait de l'amateurisme. Oui, tout à fait. Ça, c'était sur les zones défavorisées simples, la manière dont c'était fait. Oui, d'un point de vue général, vous taxez quand même le ministère d'amateurisme. Alors, si vous voulez, c'est vrai qu'un coup, on va dans un sens, un coup, on va dans l'autre, etc. Non. Et on trouve qu'en termes de cap politique, d'orientation, on a besoin de choses beaucoup plus stables et cohérentes. C'est l'exemple que je prenais, effectivement, entre d'un côté ce qu'on veut lancer en France sur les états généraux de l'alimentation et puis d'autre côté sur la scène internationale, ce qu'on laisse faire par les accords. Vous savez, les contrôles que vous disiez tout à l'heure, il faut contrôler l'urine. Bon, quand vous rentrez un steak de viande bovine qui vient d'Argentine, contrôler l'urine de la bête, c'est quand même difficile à la frontière. On va passer à un autre dossier, messieurs. On va passer aux pesticides et aux intrants agricoles. On sait que ça vous tient à cœur. Certains pensent que l'on peut cultiver sans, d'autres pensent que c'est impossible. Où est finalement la vérité? Je crois qu'en France, on est capable de... Ça fait réagir le public d'ailleurs derrière nous. De produire avec moins de produits phytosanitaires, c'est évident, je veux dire. Mais pour ça, il faudrait accompagner davantage les exploitants agricoles qui ont fait le choix d'avoir des systèmes de production plus vertueux, je veux dire. Et c'est la condition sine qua non. Les exploitants, c'est d'abord et avant tout des agents économiques. Si aujourd'hui, il est encore possible de traiter avec des produits qui pourraient être dangereux, je veux dire, ils vont continuer à le faire. Je veux dire, non, ils ont absolument besoin d'un signal politique fort et d'un accompagnement pour aller vers des modes de production plus vertueux. Ça nous amène à parler du bio. Vous y croyez vraiment, vous, au bio, ou c'est juste un effet de mode? Ah oui, le bio, il y a vraiment une part de marché, quelque chose qui va augmenter. Non, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on nous met des interdictions sans qu'il y ait d'alternative en face. C'est-à-dire qu'on nous crée des impasses. Nous, à la FNSEA, ce qu'on souhaite, c'est trouver des solutions. C'est que le gouvernement s'investisse pour trouver des alternatives dans l'innovation et la recherche. Après, on peut bouger. Mais se contenter de dire « Oh, là, on ne sait pas, on fait une interdiction, peu importe ce qui se passe derrière », ça, c'est hors de question. Donc oui, pour trouver des solutions, aller de l'avant et répondre aux attentes du consommateur, mais pas par des impasses. J'aimerais avoir un mot de votre part, Monsieur Labaronne, sur la politique agricole commune, cette fameuse PAC. Est-ce qu'elle est aujourd'hui toujours adaptée à l'actualité? Et puis, est-ce qu'on sait vraiment ce qu'il y a aujourd'hui dans les engagements européens? Alors d'abord, la politique agricole commune, c'est un des piliers de la construction européenne. Et cet outil doit bien évidemment évoluer. Je pense que la politique agricole commune
devrait mettre davantage l'accent sur la question de l'installation des jeunes agriculteurs. J'allais y venir, il nous reste juste 3 minutes. J'aimerais qu'on ait un mot, c'est extrêmement important de parler des générations futures. Allez-y, ensuite je passerai la parole à M. Meneau. Et la politique agricole commune, aujourd'hui, il faut qu'elle développe un standard de qualité, un standard environnemental, un standard social pour justement, dans le cadre des négociations commerciales, éviter qu'effectivement un certain nombre de produits qui ne respectent pas ces standards puissent venir sur nos marchés. Je fais observer qu'indépendamment du CETA ou du Mercosur, 70% de la viande consommée en restauration commerciale ou collective est importée. Donc ce n'est pas le Mercosur, ce n'est pas le CETA, c'est l'ensemble de la filière à la fois de production et de distribution qu'il faut revoir de fond en comble. On a bien compris cette problématique. Je veux en revenir, il nous reste juste 2 minutes 30 à peine. Je voudrais en revenir sur cette installation. C'est quand même assez incroyable aujourd'hui de voir la crise dans laquelle est enfoncée l'agriculture, cette filière en France. Et on a toujours de jeunes agriculteurs qui souhaitent s'installer. Quel courage! Oui, les lycées agricoles sont pleins de jeunes qui veulent accéder au métier. Par contre, c'est très difficile pour eux d'accéder au métier pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est que le point accueil à installation qui est installé dans les départements, il est géré par un syndicat agricole, alors que, à mon avis, ce serait plus la charge de l'État d'accueillir ces gens-là, je veux dire. Et comme ça, il y aurait des parcours quand même beaucoup plus ouverts. Et autre difficulté pour les jeunes agriculteurs qui veulent s'installer, c'est l'accès au foncier qui est très difficile. Je veux dire, aujourd'hui, le foncier est très difficile pour ces jeunes-là, surtout s'ils s'installent en dehors du cadre familial. Aujourd'hui, c'est très difficile pour eux. Je veux dire, la régulation de l'accès au foncier qui est gérée en partie par la profession, je veux dire, est actuellement très difficile. Ouais, chaque année, dites-nous, grosso modo, en Centre Val-de-Loire, combien de jeunes s'installent chaque année en Centre Val-de-Loire ? Oh, si vous voulez, il y en a vraiment pas beaucoup, puisqu'on est de l'ordre d'une trentaine dans les départements où il y en a le plus. Donc vous multipliez par 6, vous voyez, ça fait très peu. Non, mais je ne peux pas laisser dire ce qui a été dit tout à l'heure. L'installation, c'est des choses extrêmement encadrées par l'État et qui accompagnent. Après, si effectivement des jeunes agriculteurs décident de se regrouper dans un syndicat, tu ne vas quand même pas être opposé à ce que les gens puissent défendre, tu le fais toi-même. Donc je pense que l'installation, c'est quelque chose d'important. Mais pour qu'on y arrive, pour renouveler les générations, il faut que le gouvernement redonne un cap avec des projets clairs et stables. Stables à la fois sur le revenu, mais aussi sur la réglementation, et surtout faire en sorte qu'on ait une politique agricole qui redonne des perspectives de revenus. Donc c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, à la fois sur des nouvelles productions, sur des prix, sur des soutiens stables, sur des choses cohérentes. C'est par le revenu qu'on arrivera à installer des agriculteurs. Le débat est passionnant, nous sommes pris par le temps, nous aurions tant et tant à dire sur ces sujets, pas juste ce sujet. Merci en tout cas messieurs pour tous ces éclairages. C'est la fin de cette émission que vous pouvez retrouver sur le site de France 3 Centre Val-de-Loire. Je vous laisse en compagnie maintenant de Francis Letellier, la suite de l'info sur France 3.